Aujourd'hui, elles font lever des foules, elles écrivent l'histoire, les joueuses françaises remplissent des stades, soulèvent des trophées et inspirent des générations entières. Mais avant les cris de joie, il y avait le silence. Et avant les victoires, il y avait les interdits, les regards méprisants. En France, le football féminin n'a pas toujours eu sa place. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le sport qui a dû se battre pour exister, des pionnières oubliées, des matchs historiques et des luttes contre les interdits. Parce que si aujourd'hui tu connais le football féminin tel qu'il est, c'est grâce à celles qui ont osé défier les règles pour jouer. Installe-toi bien, on remonte le temps ensemble. 1910, on est à Attimont en Essonne. Sur un petit terrain de l'Union sportive, ce jour-là, quelque chose d'inédit se passe. Pour la première fois en France, des femmes jouent un match de football. Alors ce n'est pas un truc officiel, ce n'est pas quelque chose de médiatisé, mais pourtant c'est bien la première trace écrite que nous ayons en France du football féminin. Elles sont là sur un terrain de football, à jouer, à frapper dans un ballon. Personne n'imaginait jusqu'à ce jour qu'une femme puisse être sur un terrain de football. Ce stade, il est très simple. Ce jour-là, quelque chose de grand se produit. C'est le premier acte d'une longue histoire. Elles n'ont pas fait de bruit, elles n'ont pas crié, elles n'ont pas revendiqué, elles ont juste joué. Et ça a suffi à tout changer. 2 ans plus tard, en 1912, les Jeux Olympiques de Stockholm viennent de se terminer. Sur 2400 athlètes, il y a seulement 48 femmes. Autant dire rien du tout. À cette époque, la place de la femme dans le sport, elle est quasi invisible, voire inexistante. Et pourtant à Paris, à ce même moment, quelque chose commence à se passer, quelque chose de discret, mais qui va énormément compter. Le 27 juillet de cette même année, Pierre Païssé et Auguste Sandoz, deux professeurs de PS du lycée Buffon à Paris, s'associent à 8 femmes, dont les sœurs Thérèse et Jeanne Brulé et Suzanne et Jeanne Liébrard. Ensemble, ils vont former le Féminasport. Au début, c'est juste pour faire de la gymnastique. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est la toute première fois qu'une structure est dédiée uniquement aux femmes pour pratiquer un sport. 1914, la guerre éclate, les hommes partent au front, mais les femmes restent. Elles travaillent dans les usines et participent à l'effort de guerre. Et là, quelque chose d'inattendu va se produire. Parce que sans les hommes, les femmes peuvent enfin prendre plus de place, que ce soit dans la société ou même dans le sport. Elles commencent à s'essayer à des disciplines qui jusque-là leur étaient totalement interdites, que ce soit le rugby ou même le football. Et ça devient une sorte de liberté, presque un acte de résistance. Jouer, bouger, s'affirmer alors que tout autour, c'est le chaos. Pendant cette période, le football féminin et le sport féminin va exploser. C'est un moment clé pour toutes ces femmes parce qu'elles ont compris que ce qui était temporaire pouvait exister. Et elles ont compris que tout cela était possible. Le 30 septembre 1917, le football féminin écrit sa première page. 2 équipes du Féminasport s'affrontent en plein cœur de la capitale. D'un côté, une équipe dirigée par Thérèse Brulé. De l'autre, une équipe dirigée par Suzanne Liébrard. Le score 2-0 pour l'équipe de Brulé. Mais ce qu'on retiendra surtout de cette histoire, et pas des moindres, ce sont les 10 000 personnes venues assister à ce match. Parce que ce n'était pas juste un match, c'était un signal, un moment historique, un souffle, le début de quelque chose. Et elles ne se sont pas arrêtées là. Pendant 3 semaines, tous les dimanches, elles ont rejoué. Et le football féminin a commencé petit à petit à s'imposer dans les rues de Paris. Le Féminasport, c'était plus qu'un club. C'était un terrain d'expression. Elles y faisaient du football, mais aussi de l'athlétisme, du hockey, de la gymnastique, du basket. Ce club, il était ouvert à toutes celles qui le souhaitaient. 2 francs pour s'y inscrire, peu importe d'où l'on venait. Bourgeoises ou femmes du peuple, elles étaient là pour la même chose. Jouer, pratiquer, bouger. En 1918, elles sont plus de 200 à avoir rejoint le mouvement du Féminasport. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'automne 1917, elles décident d'aller encore plus loin. Elles affrontent des équipes de garçons, des lycéens du lycée Buffon et du lycée Charlemagne à Paris. Ces matchs se dérouleront sous les yeux d'Alice Milla, alors devenue leur présidente depuis 1915. Une femme qui deviendra par la suite l'une des plus grandes figures du sport féminin en France. Alice a très vite compris que la place, il faudrait l'arracher. Alors c'est ce qu'elle a fait. Ce pourquoi elle s'est battue toute sa vie. Elle disait même que la France est un pays de préjugés où persiste le désir de tenir toujours les femmes en tutelle. En décembre 1917, un groupe de clubs parisiens décide de prendre les choses en main. Ils créent leur propre fédération, la Fédération des sociétés féminines sportives de France. La FSFSF, c'est son nom, regroupe plusieurs clubs déjà bien installés comme le Féminasport, l'Academia ou encore l'En Avant de Paris. Au début, on y pratique surtout de l'athlétisme, mais très vite, le football va prendre de plus en plus de place. Les premières figures de cette fédération, le docteur Raoul Baudet et Marie Surcouf en prennent la tête. Parmi eux, une femme qu'on connaît déjà, Alice Milla. La seule qui ne va pas seulement marquer l'époque, mais bien redéfinir l'histoire. Au début, Alice commence discrètement. Elle est trésorière de la FSFSF. Puis, en 1918, elle devient secrétaire avant d'en prendre la présidence. Et elle n'est pas seule. À ses côtés, une autre pionnière s'impose,
Jeanne Brulé. Ensemble, elles font entrer les femmes dans l'arène sportive. Alors que la FFA, la Fédération française d'athlétisme, refuse toujours de s'occuper des femmes, la FSFSF devient officielle le 18 janvier 1918. Parce qu'Alice n'a jamais rien lâché, en 1918, un championnat parisien voit le jour. Il est constitué de 7 équipes, 4 clubs, le Femina Sport, l'En Avant de Paris, la Ruche sportive féminine et les sportifs de Paris. Femina remporte la première édition face à l'En Avant de Paris. La saison suivante, elles inversent les rôles et cette fois-ci, c'est l'En Avant qui l'emporte. Au fond, le résultat, c'est presque secondaire. Même si elle ne le savait pas encore, elle venait d'écrire la première vraie ligne du football féminin français. Parce que cette fois, il était là et rien ne pourrait l'effacer. Construit en 1919 au sud de Paris, le Stade Élisabeth devient très vite un symbole du sport féminin français. En 1918, Pierre Paissé convainc Julien Bessonneau, industriel et mécène du féminin, de financer l'aménagement de ce stade, baptisé en l'hommage de l'épouse de l'industriel, Élisabeth. C'est dans ce stade que le Femina Sport, pionnier du football féminin, disputera pendant l'entre-deux-guerres ses plus grands matchs, offrant 10 titres de championne de France entre 1919 et 1932. Le stade vibre au rythme des finales, des exploits et même des tout premiers pas du rugby féminin français. Mais l'histoire de ce stade ne s'arrête pas là. Le 11 septembre 1932, sous les yeux de 8000 spectateurs, un certain Karl Klima va inscrire le tout premier but de l'histoire du championnat professionnel de France, ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue 1, lors d'un match opposant l'Olympique d'Antibes face au Red Star. Un moment historique gravé à jamais dans l'histoire du football professionnel français qui a vu le jour sur une pelouse où les femmes avaient déjà fait parler leur talent. Le 21 avril 1918, un moment clé se joue. 2 équipes du Femina Sport s'affrontent en levée de rideau d'un match officiel opposant l'équipe de France à l'équipe de Belgique. Ce n'est pas juste symbolique, c'est une vraie vitrine, une vraie prise de place. Au cours des 4 années suivantes, le Femina s'impose dans toute la France. Elle bouge, elle joue, elle montre et ça marche. À chaque rencontre, des clubs se créent derrière elle. Le mouvement prend de l'ampleur. 13 avril 1919, c'est un autre tournant. C'est la finale du tout premier championnat de France organisé par la FSFSF. C'est évidemment le Femina Sport qui l'emporte face à l'En Avant de Paris. Ce championnat va alors devenir la véritable colonne vertébrale du foot féminin français. Au début, c'est encore très parisien. Mais dès la saison 1920-1921, les choses changent. Cette année-là, 18 équipes parisiennes s'affrontent. Et pour la première fois, les championnes de Paris se mesurent à des équipes de province pour la finale, le titre. En parallèle, l'international commence à s'intéresser à elles. En avril 1920, les meilleures françaises affrontent les Dickers Ladies, une équipe anglaise légendaire. La France s'incline 2-0. Malgré cette défaite, plus de 25 000 personnes sont présentes dans le stade. Cette tournée anglaise, un vrai coup de projecteur. Et en octobre 1920, elle joue le match retour au stade Pershing devant plus de 12 000 spectateurs. 1-1, match nul, mais énorme succès pour l'équipe de France. Les Anglaises, quant à elles, en profitent pour jouer 3 matchs en province, à Rouen, au Havre et à Roubaix. En 1921, la FSFSF simplifie son nom. Elle devient alors la Fédération féminine sportive de France, la FFSF. Et à partir de ce jour-là, le football féminin change de dimension. Ce n'est plus juste jouer, c'est s'organiser, structurer et rêver plus grand. Mais tout ça, ça ne dure malheureusement pas. En 1925, les critiques s'intensifient. Gabriel Hanot, joueur international français, dit carrément que le football féminin, ça ne vaut rien. Henri Desgranges, cycliste et journaliste français et créateur du Tour de France, ira même plus loin dans ses propos. Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public, oui, d'accord. Mais qu'elles se donnent en spectacle à certains jours de fête où sera convié le public, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. Ces paroles font mal et elles pèsent. Nous sommes fin 1926 et là, le drame. Miss Sylvie Richards, une joueuse anglaise, meurt en plein match. Les opposants s'engouffrent dans la brèche et ils y font un symbole. Pour eux, c'est clair, le football féminin, c'est terminé. Trop dangereux, trop fou. L'histoire choc dépasse les frontières. Le drame traverse même l'Atlantique, relayé par le New York Times. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là. Après le danger, on critique le professionnalisme. Les meilleures joueuses sont transférées, reçoivent des primes et ça dérange. Pour beaucoup, ce n'est plus acceptable. En 1932, le football féminin vit malheureusement ses derniers instants. Le 15e championnat de France, encore une fois remporté par le Femina Sport, marque la fin d'une époque. Le 3 avril 1932, l'équipe de France joue contre la Belgique, un maigre 0-0 qui sonne comme un adieu. En mai 1933, le couperet tombe, la FFSF radie le football féminin. Plus rien, plus de championnat, plus de reconnaissance, c'est la fin. Le 26 novembre 1933, la Ligue de Paris
Et c'est encore. Un nouveau championnat est créé avec 10 clubs. Femina Sport remporte une fois de plus le titre. Mais l'année suivante, c'est Dunlop Sport qui remportera cette finale et prendra sa revanche sur le Femina Sport. Le football féminin reste actif à Paris, mais l'essoufflement est là. Et depuis sa radiation en 1933, la province s'est presque éteinte. Plus personne ou presque ne suit. Le 28 avril 1934, la Fédération française de football association tente elle aussi de relancer la machine. Elle aligne une équipe nationale pour affronter la Belgique à Saint-Ouen. Mais l'élan n'y est plus. La Fédé essaie, mais en vain. Le football féminin ne décolle plus. En 1937, c'est fini. Le dernier championnat parisien s'éteint dans l'indifférence totale. Le football féminin n'a plus de place, plus de soutien, plus rien. Le 27 mars 1941, sans un bruit, le régime de Vichy enterre le football féminin. Pas un article dans les journaux, pas même une ligne. Rien. Juste une réunion et un verdict interdit pour les femmes. Quelques mois plus tard, une circulaire froide le confirme. Le football, le rugby, les sports de combat rayés, plus aucune trace. Pour Vichy, les femmes n'avaient plus le droit de courir. Elles devaient enfanter, obéir et se taire. Le football féminin aura existé 24 ans, avant d'être rayé comme s'il n'avait jamais existé. Après l'interdiction de 1941, le football féminin disparaît totalement du paysage. Le silence est lourd, mais surtout il dure. Pendant plus de 20 ans, plus personne ne parle de football féminin en France. Pas de club officiel, pas de compétition, rien. Mais malgré l'interdit, certaines femmes continuent discrètement, loin des terrains officiels. En 1947, une première tentative de relance a lieu en Alsace, mais elle échoue. L'époque n'est pas prête. Le regard sur les femmes reste figé. Pendant toutes ces années, le football féminin survit à peine, sans structure, sans rien. Le sport féminin reste globalement accepté, mais dès qu'il s'agit de football féminin, la porte est fermée. Ce n'est qu'à partir des années 60 que les choses commencent réellement à bouger. La société change un peu. Les femmes prennent un peu plus de place jour après jour. La société change. Et avec elle revient l'envie de jouer. Pas juste pour s'amuser, mais aussi pour exister. Pour être vue, et pour être entendu. Le terrain est prêt, il ne manque plus qu'une étincelle. L'histoire du football féminin français, c'est une histoire de passion, de courage et de promesses. Des femmes qui ont osé, qui ont défié l'ordre établi, qui ont pris un ballon quand on leur disait de rester à leur place. Suzanne Liébrard, Thérèse Brûlé, Alice Milla et tant d'autres. Des pionnières connues ou invisibles qui ont posé les premières pierres d'un combat immense. Elles n'imaginaient peut-être pas l'ampleur de leurs gestes, mais nous aujourd'hui on le sait. Sans elles, rien n'existerait. Elles ont semé les graines, nous on récolte la force. En 1941, sous Vichy, on a tenté d'effacer cette histoire. Mais on n'efface pas une flamme. Dans les années 60, cette flamme va se rallumer, là où personne ne l'attendait. Ce qui devait être une simple animation pendant une kermesse, va réveiller un pays entier. 15 femmes, un match en levée de rideau et ce jour-là, tout bascule. La suite, elle arrive. Abonne-toi parce que je vais te raconter le football féminin comme personne ne l'a jamais fait. Pour elle, pour nous et pour demain.